Nouvelles heures d'information en direct. Bonjour Fanny. Bonjour, bonjour Loïc. Bienvenue avec moi aujourd'hui à la une du live de BFM. Que se passe-t-il à Nice? Le taux d'incidence a explosé en quelques jours. C'est le département France métropolitaine où la situation est la plus critique. Olivier Véran est sur place depuis ce matin. Les soignants attendent beaucoup de cette visite. C'est à suivre en direct donc dans un instant. Olivier Véran qui annonce peut-être un reconfinement local. Il se laisse le week-end pour y réfléchir. Dans ce contexte, avec l'arrivée du beau temps et la suite des vacances scolaires, les autorités craignent un relâchement de la vigilance des Français face au virus. Les contrôles du respect du couvre-feu sont notamment renforcés depuis hier soir. Le retour dans les stades pour le public, le gouvernement y travaille avec des expérimentations présentées par la ministre des Sports, Roxana Maracineanu. Tous les détails dans ce journal. Et puis il est passé aux aveux. Le suspect du meurtre hier à Pau d'un responsable de centre de réfugiés a expliqué son passage à l'acte lors de sa garde à vue. La procureure de la ville évoque une déshérence de ce Soudanais de 38 ans qui était déjà connu de la police française, condamné pour des faits de violence en 2017. La tendance n'est pas bonne depuis 3 jours et mauvais signe, elle est la même dans toute l'Europe. C'est l'avertissement d'Olivier Véran, déplacement à Nice. La situation est particulièrement alarmante dans ce département et le ministre réfléchit à un confinement local. Thibaut Cheminant et Marno. Dans quelques instants, Olivier Véran s'apprête à rencontrer un miraculé du Covid. Un chirurgien ORL aujourd'hui retraité, contaminé le 22 novembre dernier et qui est depuis toujours à l'hôpital. Est-ce que vous êtes sorti de réanimation Au bout de 46 jours, le 22 janvier. 46 jours de réanimation. Et puis avec trachéo. 5 semaines d'intubation sous sédation, 15 jours de trachéotomie avec un accident lors de la première décanulation. Donc on m'a réendormi. Un ministre au chevet des malades, mais aussi des soignants. Le département des Alpes-Maritimes a le taux d'incidence le plus élevé de France métropolitaine. Les services de cet hôpital de Nice sont actuellement saturés. La situation maintenant est tendue, effectivement. On a déjà augmenté nos capacités. On a quasiment doublé, même plus, nos lits de réanimation totale sur le département, dont plus de la moitié qui sont au CHU. Pour juguler la flambée de l'épidémie, Olivier Véran ne cache pas vouloir mettre en place des mesures plus drastiques dans ce département. Des décisions seront prises avant la fin du week-end. Le confinement local est évidemment une hypothèse qui est sur la table. La preuve, je viens d'en parler, le maire s'est dit ouvert à cette hypothèse. Quand vous êtes dans une situation comme celle que nous connaissons aujourd'hui, eh bien, vous êtes fondé à prendre des décisions qui sont plus territorialisées. Alors que dans d'autres territoires où le virus circule moins, eh bien, les règles n'ont pas à forcément être les mêmes que là où ça circule beaucoup. Un confinement localisé, une mesure saluée par les soignants, à condition que celui-ci dure au moins 15 jours. Le seul moyen, selon eux, pour désengorger les services de réanimation et faire souffler un peu le personnel hospitalier. Jean-Jacques Zambrowski, bonjour, bienvenue sur le plateau de BFM TV. Vous êtes médecin hospitalier et professeur en économie de la santé. On va parler de cette situation particulière dans les Alpes-Maritimes avec vous dans un instant. Mais avant cela, Jeanne Daudet, journaliste BFM TV, on va parler des chiffres. Qu'est-ce qui montre que la situation est critique dans les Alpes-Maritimes et en particulier à Nice? Déjà, dans les Alpes-Maritimes, c'est le département français où le taux d'incidence est le plus élevé, tout simplement. Regardez cette courbe. À Nice, il est de 751 pour 100 000 habitants. Mais lorsqu'on regarde les Alpes-Maritimes, c'est toujours Nice, mais c'est pas grave. Le nombre de cas, pareil, pour 100 000 habitants, vous voyez qu'il augmente quand même vraiment beaucoup plus que la moyenne en France. Ça, c'est pour le nombre de cas positifs. Le taux d'incidence, voilà, pour ce qui est des Alpes-Maritimes, vous voyez quand même qu'il est nettement supérieur à la moyenne en France. Aux dernières données consolidées de Santé publique France, le taux d'incidence dans les Alpes-Maritimes était de 581, presque 600 pour 100 000 habitants, alors qu'en moyenne en France, il est de 190. Vous voyez qu'il est nettement supérieur et ça se ressent aussi dans les hôpitaux avec une tension hospitalière dans les Alpes-Maritimes qui est évidente, 120% de taux d'occupation lorsqu'on prend les données, les données hospitalières avant l'épidémie. Regardez le nombre de personnes hospitalisées au 19 février lorsque vous comparez là encore les chiffres des Alpes-Maritimes et les chiffres de moyenne en France. Et c'est pareil en réanimation où on atteint une saturation presque, notamment des lits
qu'on a rajouté, on a déjà poussé les murs. Regardez ce qui se passe, les capacités élargies, cette ligne que vous voyez en jaune, et vous voyez que déjà la vague est en train d'arriver presque à cette ligne-là. En jaune, vous avez les patients Covid+, mais il ne faut pas oublier qu'en réanimation, il y a aussi des patients qui n'ont pas le Covid, qu'il faut quand même prendre en charge. Et vous voyez justement cette saturation qui arrive, et donc forcément des transferts de patients. Il y en a eu, il y en aura encore. C'est ce qu'a prévenu le ministre de la Santé, Olivier Véran, tout à l'heure, qui a dit qu'il pourrait y avoir des transferts même en dehors de la région PACA. La saturation des hôpitaux, Jean-Jacques Zambrowski, Olivier Véran en a parlé, elle est particulièrement grave dans la région de Nice. Est-ce qu'il est urgent de confiner, de prendre des mesures supplémentaires localisées? Le ministre se laisse 48 heures. En tout cas, il est urgent de réagir et de trouver... Et le ministre a très bien dit dans un dialogue avec le maire de Nice, qui lui-même parlait d'un dialogue élargi avec l'ensemble des responsables de médecine de ville, l'ensemble des différents secteurs, des différents établissements hospitaliers. Il est urgent de réagir parce qu'on ne peut pas laisser effectivement dépasser les capacités de prise en charge des patients. L'idée, c'est de dire on ne va pas laisser des gens au bord de la route. C'est une expression qu'on entend beaucoup ces jours-ci. Et on peut évacuer quelques patients dans les régions voisines, mais le nombre de patients qu'on peut transférer est limité. Et le CHU de Nice est un CHU considérable. Mais les moyens sont... Et les hôpitaux voisins du reste des Alpes-Maritimes voient leur capacité limitée. Et de toute façon, on ne peut pas laisser l'épidémie flamber. Si les capacités hospitalières sont en voie d'être débordées, c'est parce que l'épidémie flambe. On pourrait se demander pourquoi elle flambe particulièrement dans ce coin de France. C'est météorologique, c'est climatologique, c'est lié au relief, c'est lié à la proximité et au contact entre les personnes. On ne peut pas laisser ça durablement. C'est une bonne chose de se donner le week-end parce qu'on se donne le temps de bien peaufiner les moins mauvaises mesures possibles. Alors, on va écouter Olivier Véran. Tout à l'heure, il s'est exprimé sur cette situation dans le sud-est de la France. Il a également parlé au niveau national d'une situation qui n'est pas bonne. On écoute le ministre de la Santé. Hier, les chiffres n'étaient pas bons de l'épidémie à l'échelle du pays. Il y avait plus de 3000 cas supplémentaires par rapport au vendredi de la semaine précédente. On ne fait pas une politique de santé sur la base des chiffres d'une journée ni de 2 jours, mais on a un suivi épidémique qui nous permet de savoir quelle est la tendance. Et si cette tendance n'est pas bonne, elle nous nécessitera que nous prenions sans tarder des mesures supplémentaires. Si à l'inverse, la tendance devait se stabiliser ou revenir, je dirais, dans des eaux plus favorables, alors nous pourrions envisager d'autres choses. Mais je vous le dis, à l'heure actuelle, la tendance sur les 3 derniers jours n'est pas bonne. Ce que je vous dis, et ce que j'ai dit jeudi dernier, ce que nous disons avec le Premier ministre, et le Président de la République a déjà eu l'occasion de s'exprimer directement pour le dire, c'est que nous agissons au bon moment quand il le faut, par anticipation, ni trop tôt, ni trop tard. Bartholomé pour le service politique de BFM TV. Il y a un changement de ton dans le discours de l'exécutif. On avait des perspectives jusque-là, avec les mots encore hier du président de la République. Et là, eh bien, le ministre de la Santé qui laisse présager un couvre-feu accentué, voire un confinement local. Alors, il y a 2 choses qu'on peut différencier dans ce qui se passe aujourd'hui à Nice. D'abord, il y a cette particularité locale, le retour de la stratégie territoriale. On l'avait un peu oublié puisque la décision avait été prise par le chef de l'État il y a 3 semaines de ne pas confiner l'ensemble du pays. Mais cette stratégie territoriale, cette décision de prendre des mesures particulières selon les départements, selon la situation dans les départements, elle n'a jamais été vraiment mise de côté. Elle est toujours prise en considération au sein du gouvernement. Voilà pourquoi, au sein de l'exécutif, par la voix d'Olivier Véran, on annonce aujourd'hui ces nouvelles mesures et on remet en place le mode opératoire qu'on connaissait, c'est-à-dire les consultations avec les élus locaux, avec les acteurs économiques, avec les scientifiques présents sur place avant de prendre les bonnes décisions, en tout cas celles qui auront un impact moins important, psychologique, social et économique sur la population. C'est vrai qu'hier, Emmanuel Macron, il a semblé donner des perspectives. En tout cas, il a fixé cette date, 8 à 10 jours, pour se laisser le temps de voir comment évoluait la situation. La différence, c'est qu'Emmanuel Macron, il parle de la situation nationale. Et pour l'instant, au niveau national, on ne voit pas de rebond très fort de l'épidémie. Elle est plus ou moins contenue. Il y a des variations, bien sûr. Le nombre de contaminations baisse, puis réaugmente ces derniers jours, comme le disait Olivier Véran il y a quelques instants. On vient de l'entendre. Mais ce que le chef de l'État veut dire, c'est qu'il va falloir donner des perspectives, commencer à envisager de retravailler avec certains secteurs, le secteur culturel, les secteurs de la restauration, par exemple, et émettre des hypothèses pour voir comment on pourra prendre ces décisions et faire évoluer la situation si cette situation sanitaire visait à se stabiliser. Autrement dit, on peut dire qu'il y a une espèce de partage des rôles. Au président, les perspectives, l'évolution de ce qui se passe sur le territoire national. Au Premier ministre et à Olivier Véran, la gestion au cas par cas, au niveau local, territorialisée donc de l'évolution de l'épidémie. Alors l'évolution de l'épidémie donc, qui est scrutée de près au niveau national et au niveau, on l'a vu, du département des Alpes-Maritimes. Professeur Zambrowski, vous disiez que la situation pourrait ne pas revenir à la normale.
La situation, comme ça a été dit très justement, ne peut pas être analysée uniquement nationalement. C'est normal, la responsabilité du chef de l'État est d'avoir une vision qui concerne l'ensemble du pays. Mais, par exemple, les variants. On a indiqué que le variant qui prospérait dans les Alpes-Maritimes n'était pas le même que celui qu'on voyait se développer dans l'ouest de la France ou jadis en Moselle. Enfin, jadis, il y a quelques jours. Donc, en fonction de l'épidémie elle-même, du virus, des formes du virus qui se développent, eh bien, sans doute faudra-t-il en venir effectivement à une gestion davantage individualisée, territorialisée, que le ministre est en train d'étudier avec les différents services de l'État. Et c'est comme cela, probablement, qu'on pourra accorder à tous ceux qu'on peut voir desserrer un petit peu la liberté que chacun réclame, et puis resserrer là où ce sera nécessaire. D'autant qu'il y a une crainte en ce moment, parce que vous l'avez sûrement ressenti, c'est le retour un peu déjà des beaux jours, et pas seulement dans le sud. On va aller à Lyon retrouver notre envoyée spéciale Camilla Giudice. Les autorités craignent un relâchement des gestes barrières, et la préfecture a pris un arrêté pour interdire la consommation d'alcool sur la voie publique. Oui, absolument. Depuis midi, il est interdit de consommer de l'alcool sur la voie publique dans le quartier de la Presqu'île. On est au centre de Lyon. Et il faut savoir que pour beaucoup de restaurateurs, c'était une façon de compenser un petit peu leur chiffre d'affaires ces derniers jours. C'est par exemple le cas d'Olivier Bray, qui est restaurateur ici à Lyon. Face à cette interdiction de consommer de l'alcool, vous avez choisi de ne plus vendre de bière pression aujourd'hui. Aucun alcool. Ça ne sert à rien de donner envie aux gens et puis qu'ils peuvent prendre un PV à 135 €, 5 mètres plus loin. Surtout qu'on a les quais de Saône à 25 mètres et à 50 mètres, on a les quais du Rhône. Sur les deux quais, on peut vendre de l'alcool, on peut consommer, il n'y a aucun souci. C'est un peu fou, mais bon, on fera l'impasse aujourd'hui et les gens reviendront demain. Hier, justement, on était ici. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde qui venait prendre des bières, par exemple, à emporter. Cette consommation de bière à emporter, ça représentait quoi pour vous en termes de chiffre d'affaires ? Aujourd'hui, c'est 50% de la journée. En sachant que nos journées d'aujourd'hui, c'est 10-15% de ce qu'on faisait avant. C'est ridicule, mais ça nous aide à survivre. C'est pas avec les aides qu'on nous a données qu'on est bon à rien aujourd'hui. Là. On est à la rue. C'est très dur en ce moment. Et quand vous voyez qu'il y a des rassemblements sur les quais de chaque côté, ça nous met les boules, quoi. On se dit qu'on n'est pas considéré, quoi. On travaille pour rien. En tant que gérant, j'ai pas eu de salaire depuis 1 an. Je suis à la rue, quoi. Je sais pas où on va. Les autorités, en tout cas cet après-midi, vont contrôler que cette interdiction de consommer de l'alcool dans la rue est bien respectée. Des contrôles de police sont prévus cet après-midi. Merci pour ces précisions à Lyon. Camilla Giudice avec Sonia Reynaud. Ambiance printanière, vous l'avez vu à Lyon. C'est également le cas sur un peu tout le territoire français. Plus de 20 degrés dans le sud-ouest notamment. On n'est pas en reste dans le nord non plus, puisqu'il fait 18 degrés dans la capitale. Damagasa, c'est là qu'on vous retrouve. Vous êtes du côté des quais de Seine, forcément. Après le froid, la pluie, la semaine dernière, eh bien ça y est, les gens sont sortis. Oui, tout à fait. Des Parisiens qui profitent de ce temps printanier. Vous l'avez dit, 18 degrés s'affiche sur le thermomètre dans la capitale cet après-midi. Et regardez derrière moi, sur les quais de Seine, du monde est venu en profiter, prendre l'air. Il faut dire que ce temps, il donne envie de sortir. Beaucoup de personnes rencontrées ici ont choisi l'option déjeuner ou pique-nique en bord de Seine. Alors, c'est pas forcément très pratique avec la fermeture des péniches ou des terrasses, mais ces personnes ont su s'adapter. Pour d'autres, un peu plus sportifs, c'est aussi l'occasion de ressortir les vélos ou encore les trottinettes. Pas beaucoup plébiscité ces dernières semaines à cause du froid ou de la pluie. Puis pour d'autres personnes, c'est tout simplement le plaisir de se promener sous le soleil parisien. Alors s'aérer l'esprit, se changer les idées, profiter en famille ou entre amis, oui, mais le tout en respectant les gestes barrières. Les autorités craignent justement un relâchement, notamment des Parisiens avec ces températures printanières. Conséquence, 4000 forces de l'ordre sont mobilisées tout ce week-end ici à Paris, dans la capitale, mais également dans l'ensemble de la région Île-de-France. Des forces de l'ordre qui vont veiller à faire respecter les règles sanitaires et la distanciation sociale. Interdiction notamment de se regrouper à plus de 6 personnes, de ce que j'ai pu voir ici sur le quai de Seine. Cette interdiction est respectée. Et puis ce soir, les forces de l'ordre vont s'atteler à vérifier que personne ne joue les prolongations au-delà de 18h dans les rues de la capitale. 18h, heure du couvre-feu. Merci beaucoup Damagasa sur les quais de Seine, dans la capitale, pour BFM TV. Professeur, est-ce qu'il faut s'inquiéter de ce retour des beaux jours, avec plus de gens qui sortent, plus de gens qui ont envie de se retrouver? Ou est-ce que finalement la hausse des températures, c'est bon signe? On se déconfine aussi d'une certaine façon, on est en extérieur et non plus confiné en intérieur.
Le virus n'a pas de petites ailes et ne vole pas comme ça par ses propres moyens. Le virus, il se transmet de personne à personne par les gouttelettes, par le brouillard que l'on... Tous ceux qui n'ont pas grand froid ont vu sortir la buée savent très bien que on émet en respirant. Mais on est d'accord qu'il y a moins de risques en extérieur qu'en intérieur avec l'effet aérosol. Oui, mais il n'y a plus de risque de rencontrer d'autres personnes. Alors finalement, il y a moins de risques, et c'est pour ça qu'on conseille d'ouvrir les fenêtres, d'aérer, etc. Les espaces clos, que ça fait partie des gestes barrières. Mais ce qui est désolant, c'est de voir des gens qui achètent une bière, ou n'importe quoi d'ailleurs, et puis vont la consommer sans masque sur le trottoir. C'est la promiscuité, c'est la rencontre entre deux individus. Ici, il y a 2 mètres qui nous séparent. Si nous étions à 1 mètre l'un de l'autre, eh bien je vous projetterais mes brouillards et mes gouttelettes, et vous m'offririez les vôtres. J'espère qu'aucun de nous deux n'est porteur du virus, mais on ne peut pas le savoir avant d'avoir des signes. Et la plupart d'entre nous n'auront jamais de signes, et pourtant pourront offrir leur virus avec générosité à tous ceux qui le croiseront. Et donc toute la démarche, toute la politique qui est suivie, et que les gens ne comprennent pas, c'est éviter que les gens se croisent sans protection, et s'offrent les uns aux autres les virus dont ils sont porteurs dans leur simple respiration, a fortiori s'ils n'ont pas de masque, et s'ils mangent, s'ils boivent, s'ils parlent. Merci professeur Zambrowski. Vous restez avec nous pour le prochain journal de 14h30. On en vient à présent au sport, toujours dans ce contexte sanitaire. À l'instar de Roselyne Bachelot-Narquin pour la culture, eh bien, Roxana Maracineanu, elle aussi, prépare une expérimentation en vue d'un retour progressif à la vie d'avant. La ministre déléguée en charge des sports est à Lyon cet après-midi pour envisager le retour du public avec jauge dans les stades. Elle a rencontré les dirigeants de différents clubs professionnels locaux de football, de basket ou encore de rugby. Pour l'instant, rien n'est acté, je vous le dis. On est en consultation, on est plutôt venu en recueil aujourd'hui d'un travail qui a déjà été initié ici à Lyon. Et donc, on est très content de repartir avec un dossier sous les bras pour pouvoir le porter en cellule interministérielle qui va étudier ces protocoles la semaine prochaine. Le Covid très présent dans le milieu du sport, pas seulement pour les expérimentations dans les stades, mais aussi parce que il a atteint l'équipe de France de rugby, Jean-François Patureau. Il y a d'abord eu le sélectionneur, c'est ça. Et là, il y a plusieurs cas qui ont été décelés au sein de l'équipe de France. Oui, malheureusement, ça tombe très mal pour cette équipe de France qui avait remporté ses 2 premiers matchs du tournoi Destination contre l'Italie et l'Irlande. Et depuis, le Covid-19 s'est installé dans les rangs de l'équipe de France. 3 membres du staff, vous l'avez dit, ont été testés positifs au Covid-19 ces derniers jours. C'est le cas en particulier du sélectionneur Fabien Galtier, mais aussi de l'entraîneur des avants William Servat. Un autre membre du staff dont l'identité n'a pas été révélée a également été contaminé. Et hier, on a appris que c'était Antoine Dupont. Antoine Dupont, c'est tout simplement la nouvelle star de ce 15 de France, le demi-mêlée du stade toulousain. Aujourd'hui, 2 cas supplémentaires dans les rangs de cette équipe de France. À 8 jours désormais de ce match contre l'Écosse au stade de France, l'ailier toulonnais Gabin Villière, mais aussi le pilier de Montpellier Mohamed Aouas, 2 joueurs qui sont par ailleurs cas contact. Ça devient très inquiétant pour cette équipe de France, alors que tout va bien sportivement. Les joueurs sont actuellement rentrés chez eux depuis mercredi dans la journée pour passer quelques jours en famille, surtout pour s'isoler chez eux. Et ils vont retourner à Marcoussis demain, mais on ne sait pas si l'équipe qui a joué la semaine dernière pourra vraiment jouer la semaine prochaine. Et dans ce contexte, justement, Jean-François, est-ce que le 15 de France va pouvoir jouer le tournoi Destination avec notamment un match en Angleterre ? Un match contre l'Écosse la semaine prochaine. C'est vrai que contre l'Angleterre, ce sera le mois prochain, un match qu'on attend avec beaucoup d'impatience dans quelques jours. Mais il y a une vraie interrogation pour la semaine prochaine. Le sélectionneur Fabien Galtier, confiné chez lui, et le reste du staff vont annoncer un groupe de 31 joueurs demain pour préparer ce match. Les joueurs vont être réunis dans les heures à venir demain à Marcoussis. Si les joueurs sont positifs, bien sûr, ils ne pourront pas se rendre à Marcoussis pour préparer cette rencontre. S'ils sont négatifs, ils pourront venir. Seulement, on craint que des joueurs deviennent positifs le temps de l'incubation. Ça prend forcément un peu de temps. Ça devient inquiétant. Cette équipe de France peut-elle vraiment jouer ce match ? Normalement, oui, il suffit de remplacer les éléments négatifs, les éléments positifs par des éléments négatifs. Mais il y a une vraie interrogation et les heures à venir vont être déterminantes, encore avec des tests demain pour l'ensemble de cette équipe de France. Merci beaucoup Jean-François. Dans l'actualité également, il a reconnu les faits, l'auteur présumé du meurtre au couteau hier à Pau d'un responsable de centre d'accueil pour réfugiés, pour demandeurs d'asile. Eh bien, il a avoué lors de sa garde à vue être passé à l'acte. Le Soudanais de 38 ans, arrivé en France en 2015, a déjà été condamné à 2 reprises pour des faits de violence. Et pour le moment, il est maintenu donc en garde à vue pour assassinat. Les précisions de David Hunal à Pau pour BFM TV.
La procureure de la République de Pau a indiqué que l'homme a reconnu les faits. Il s'est présenté hier avec un couteau dans ses locaux. 13 plaies ont été constatées sur le corps de la victime, principalement sur le thorax. L'autopsie va permettre de savoir la profondeur de ces coups de couteau. Pendant sa garde à vue, l'homme a également précisé ses motivations, ce qui l'a conduit à se présenter dans les locaux administratifs de ce centre d'accueil pour réfugiés. Écoutez la procureure de Pau. À ce stade, le gardé à vue a reconnu être l'auteur des faits. Il expose avoir souhaité obtenir de la structure et donc de la victime un papier à l'attention de l'OFPRA afin de permettre son maintien sur le territoire national et de sortir de sa situation matérielle précaire. Il évoque la crainte d'avoir dû retourner au Soudan en raison des guerres locales qui ont valu son déplacement vers l'Europe. Il nourrit des reproches à l'encontre de la structure suite à la déshérence qu'il connaît depuis sa sortie de prison, considérant que sa situation n'a pas été correctement traitée. Il n'était ni signalé, ni fiché dans le cadre de la radicalisation violente et les éléments recueillis permettent d'écarter toute intention terroriste. La garde à vue de cet homme a été prolongée. Il va être présenté demain à un juge d'instruction en vue d'une mise en examen. Allez, tout de suite le point sur la circulation sur les routes. Retrouvez votre programme avec assurepeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. Le point donc sur le trafic aujourd'hui, c'est orange dans le sens des départs au niveau national. Ça roule très bien pour les retours. Voici les prévisions trafic de Bison Futé. C'était votre programme avec assurepeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. 14h22, restez avec nous sur BFM TV. Dans un instant, nous reviendrons sur cette situation sanitaire critique à Nice et dans les Alpes-Maritimes où les taux d'incidence du Covid-19 explosent et font craindre aux autorités une expansion, une aggravation de la situation avec des lits de plus en plus occupés dans les hôpitaux. Olivier Véran était sur place aujourd'hui. Il promet des mesures sanitaires plus strictes d'ici à 48 heures. On en parle dans un instant. À tout de suite. Dimanche. Recherche, diagnostic, traitement, financement. La médecine est en mouvement. Les nouveautés en matière de santé dans Prenez soin de vous. Dimanche sur BFM TV. Le monde change, l'immobilier aussi. Regardez votre programme avec les agences de papa. Qui peut garantir des prix moins chers? C'est nous. Sobrico.com. Qui propose de vrais conseils d'experts? C'est nous. Sobrico.com. Qui livre en 24 heures quincaillerie, outillage et piliers de référence. Sobrico.com. Mais aussi la plomberie, outils pro petit prix, confiance et garantie. Sobrico.com. When you walk through a storm, walk on through the wind, walk on with hope in your heart and in Se tenir à la croisée des chemins nous amène à faire le bon choix, surtout lorsque l'on parle du futur. Alors, que choisissez-vous? Reproduire les erreurs du passé ou bien écrire ensemble l'avenir? Nouvelle 500 inspire le futur depuis toujours. Nouvelle Fiat 500, désormais 500% électrique à partir de 129 € par mois et sans aucune condition de reprise.
En France, plus de 20 millions de personnes souffrent de surpoids ou d'obésité. Et évidemment, ce n'est pas sans risque pour la santé. Moi aussi, j'étais en surpoids et même en obésité pendant plus de 20 ans. Vous vous rendez compte, 20 ans? En à peine 6 mois, grâce à Comme J'aime, j'ai perdu 15 kilos et j'ai retrouvé un IMC normal. Alors vous aussi, vous pouvez savoir si vous êtes en situation de surpoids ou d'obésité en moins d'1 minute. Rendez-vous sur commej'aime.fr pour calculer gratuitement votre IMC. commej'aime.fr. J'aime ma cure. Je prends soin de mes articulations, mon sommeil, mon poids, mon souffle. Chaîne Thermale du Soleil, prendre soin de vous, c'est notre métier. Autohéros, achetez votre voiture d'occasion facilement en ligne. Découvrez une sélection de voitures garanties. Parcourez l'offre en détail et visitez l'intérieur comme si vous y étiez. Convaincu? Vous commandez. Autohéros livre gratuitement. Et vous êtes couvert avec le retour sans frais sous 14 jours. Autohéros, achetez votre voiture facilement en ligne. Découvrez l'alliance parfaite d'arômes incomparables. Capturez dans chaque capsule leur espresso aluminium. L'or, sans doute le meilleur café du monde. Autour du boss, une équipe de choc pour le casse du siècle. Trésor de casse, nouvelle saison inédite, mardi à 21h05 sur RMC Découverte. Canal 24. Je comprends pas que ce mot soit pas dans le dictionnaire. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Confusant. Elle est vraiment confortable cette voiture. Ce serait encore mieux si elle était électrique, parce qu'aujourd'hui l'électrique, c'est hyper impressionnant. Le confort s'apprécie encore plus avec du silence. SUV Citroën C5 Aircross hybride à partir de 289 € par mois. Citroën. Profitez d'offres exceptionnelles sur la gamme SUV Citroën. Sur BFM TV, avant de développer tous les titres de l'actualité, on voulait vous montrer ces images de beau temps. Ça fait du bien. Regardez, 23 degrés du côté de Saint-Jean-de-Luz, 20 degrés à Bordeaux, 18 degrés dans la capitale et autant autour du lac d'Orient. Voilà pour les belles images. On fait un point complet sur la météo avec Sandra Larue. Restez au chaud devant la météo avec Helio, expert des projets de rénovation énergétique. Des travaux à l'obtention des aides, Hello Helio. Et c'est une superbe lumière ce samedi après-midi sur le port de Sanary dans le Var. On retrouve des conditions quasiment parfaites sur de nombreuses régions aujourd'hui avec ces conditions vraiment printanières qui s'installent. Pour ce week-end, on passe vraiment d'un extrême à l'autre avec ces températures qui vont grimper. On va découvrir tout cela dans le détail. On a quand même une petite perturbation, quelques bémols qui arrivent par le nord-ouest, qui est arrivé déjà par la pointe bretonne, qui apporte des nuages et des pluies. Et puis on devrait avoir également quelques entrées maritimes sur le Languedoc-Roussillon. D'où un petit peu plus de nuages. Pour la journée de demain, on va retrouver un voile de nuages peut-être un petit peu plus dense sur l'ouest. Et puis on retrouve toujours cette dégradation sur la pointe bretonne, sur le Cotentin, qui, en raison des hautes pressions, ne va pas réussir à rentrer sur le pays. Toujours dans ce flux de secteur sud bien marqué, avec un vent d'autant qui soufflera jusqu'à 110 km par heure et bien des nuages et des pluies sur le Languedoc-Roussillon. Sur les régions de l'Est, ce sera un ciel totalement dégagé. Dans le courant de l'après-midi, il y aura très peu d'évolution. On va retrouver ce voile de nuages qui va gagner un petit peu de terrain sur la moitié ouest. Et les températures, on les découvre avec cet air toujours extrêmement doux qui remonte du Maroc. Un coup d'œil en matinée, des valeurs stationnaires comprises entre 0 et 17 degrés. Ça reste très contrasté. 0 à Strasbourg, 17 degrés à Biarritz. Il fera 8 degrés à Paris. Dans le courant de l'après-midi, les valeurs seront toujours très nettement au-dessus des normales de saison. 22 degrés, la valeur la plus élevée, ce sera à Biarritz, 11 à Brest et il fera 16 à Paris, tout comme à Nice. Vous étiez au chaud devant la météo avec Helio, expert des projets de rénovation énergétique. Des travaux à l'obtention des aides, Hello Helio. Les titres à la une du journal de 14h30. Situation sanitaire critique dans les Alpes-Maritimes où s'est rendu aujourd'hui Olivier Véran. Les taux d'incidence du Covid-19 y explosent. Les renforcements de mesures sanitaires sont attendus d'ici 48 heures.
Parmi les pistes, durcissement du couvre-feu ou encore confinement partiel ou total dans le département. La crainte d'un grand relâchement, contrôle de police renforcé. Les autorités craignent une baisse de la vigilance avec le beau temps, de temps que la tendance n'est pas bonne depuis 3 jours globalement en France. Bonne nouvelle en revanche sur le front de la vaccination. Le sérum de Pfizer-BioNTech peut finalement être conservé à des températures bien moins contraignantes. Moins 15 degrés au lieu des moins 70 actuellement. Nous retrouverons notre correspondante Violette Bonnebat au siège allemand de la firme. L'intention terroriste écartée à Pau après l'agression mortelle d'un responsable de centre d'accueil pour réfugiés. Le suspect en garde à vue a reconnu les faits. Il nourrissait une rancœur selon la procureure. Il s'agit d'un Soudanais déjà condamné pour des faits de violence. Olivier Véran est donc en visite dans les Alpes-Maritimes et à Nice en particulier où les taux d'incidence du Covid-19 explosent bien au-delà des niveaux nationaux. Le ministre de la Santé qui a annoncé des concertations ce week-end qui donneront lieu dans 48 heures à des mesures sanitaires renforcées. Joanne Rouquet, vous êtes à Nice. Diverses pistes sont actuellement étudiées. Oui, exactement. Le ministre de la Santé veut serrer la vis ici dans le département des Alpes-Maritimes où le taux d'incidence ne cesse justement de flamber. Il atteint même jusqu'à 751 cas pour 100 000 habitants dans la métropole de Nice-Côte d'Azur. Il a tenu aussi à rappeler aux personnes qui viennent se balader sur la promenade des Anglais, souvent des touristes ou même des Niçois, qu'il faut tout de même respecter les gestes barrières malgré l'air pur de la mer. Afin de calmer l'épidémie, le ministre de la Santé évoque plusieurs pistes et il évoque même un reconfinement local. Une concertation va avoir lieu ce week-end. Une réponse sera donnée d'ici demain soir. Je vous propose d'écouter justement Olivier Véran à ce sujet. Je pense, j'ai peur, monsieur le maire, que ça ne suffise pas et qu'il nous faille prendre des mesures supplémentaires en plus du couvre-feu, en plus des restrictions qui existent déjà à Nice comme dans toute la France. Ici, dans les Alpes-Maritimes, à l'échelle du département, je demande au préfet de département de continuer la concertation que j'ai initiée ce matin avec l'ensemble des élus du territoire pour que d'ici à la fin du week-end, nous puissions prendre des mesures complémentaires de protection de cette population des Alpes-Maritimes face à cette flambée épidémique. Ça pourrait prendre la forme d'une accentuation du couvre-feu, voire d'un confinement partiel ou total dont nous verrons les modalités de mise en place sur ce département, je le redis, dans les 48 heures qui viennent. Renforcement des mesures que souhaitent et attendent les personnels des services hospitaliers pour pouvoir souffler un petit peu car tous les services sont saturés. Le ministre de la Santé a également annoncé la livraison de 3500 doses de vaccins Pfizer et plusieurs milliers de doses d'AstraZeneca d'ici lundi pour accélérer la vaccination ici dans les Alpes-Maritimes. Merci beaucoup Joanne Rouquet avec Emma Arnaud à Nice pour BFM TV. Professeur Jean-Jacques Zambrowski, est-ce qu'un confinement local, ça peut être la solution? Et pour rebondir sur ce que disait notre correspondant à l'instant, Olivier Véran qui annonce plusieurs milliers de doses supplémentaires, notamment dès lundi, est-ce que ça peut suffire à faire infléchir la courbe dans la région? En tout cas, c'est l'espoir que peuvent partager les professionnels de santé et les responsables politiques, le maire de Nice comme le ministre de la Santé. Au-delà, il n'y a pas beaucoup de mesures possibles et envisageables. Donc, où on durcit le statut actuel, où on le rigidifie au point de rendre toute sortie impossible. Et on a vu à quel point il était difficile de priver les Niçois de la plage ou de la promenade des Anglais. Et c'est vrai surtout le littoral des Alpes-Maritimes. Donc la stratégie conduite et le petit délai de 48 heures qu'on se donne est raisonnable. De toute façon, on ne voit pas ce qu'on pourrait faire raisonnablement d'autre. On ne peut pas obliger les gens à ne pas respirer. On ne peut pas les obliger à rester confinés chez eux durablement. Ce sera en tout cas très mal vécu. Si on peut l'éviter, on l'évitera. Et le problème des enfants à l'école, le problème des sports, le problème de la réouverture de la culture, tout ça pose des problèmes qui échappent à la santé et qui sont d'ordre du politique ou du sociétal ou du psychologique qu'il faut prendre en compte. C'est en tout cas un message de vigilance qui est allé adresser Olivier Véran à Nice, dans les Alpes-Maritimes, sur cette situation difficile, mais un message également au niveau national, vous allez l'entendre, où la tendance, selon le ministre de la Santé, n'est pas bonne depuis ces 3 derniers jours. Hier, les chiffres n'étaient pas bons de l'épidémie à l'échelle du pays. Il y avait plus de 3000 cas supplémentaires par rapport au vendredi de la semaine précédente. On ne fait pas une politique de santé sur la base des chiffres d'une journée ni de 2 jours, mais on a un suivi épidémique qui nous permet de savoir quelle est la tendance. Et si cette tendance n'est pas bonne, elle nous nécessitera que nous prenions sans tarder des mesures supplémentaires. Si à l'inverse, la tendance devait se stabiliser ou revenir, je dirais, dans des eaux plus favorables, alors nous pourrions envisager d'autres choses. Mais je vous le dis, à l'heure actuelle, la tendance sur les
3 derniers jours n'est pas bonne. Ce que je vous dis, et ce que j'ai dit jeudi dernier, ce que nous disons avec le Premier ministre, et le Président de la République a déjà eu l'occasion de s'exprimer directement pour le dire, c'est que nous agissons au bon moment quand il le faut, par anticipation, ni trop tôt, ni trop tard. Voilà, la tendance n'est pas bonne, dit le ministre de la Santé, mais pour être tout à fait complet, on a aussi une bonne nouvelle à vous apporter cet après-midi, notamment concernant les vaccins Pfizer. Ils peuvent finalement être conservés à des températures bien moins froides que celles prescrites, jusqu'à 15 degrés finalement contre les 70 degrés recommandés jusqu'à présent. On va aller en Allemagne retrouver notre correspondante Violette Bonnebat, parce que c'est là que se trouve le siège de BioNTech qui a développé ce vaccin ARM, et ça va bien faciliter toute la logistique autour du vaccin, ces dernières informations. Oui, selon le laboratoire allemand, son vaccin reste stable pendant 2 semaines à moins 15 degrés, c'est-à-dire la température d'un congélateur médical classique. Cela va faciliter effectivement le travail au quotidien dans les centres de vaccination, mais ce n'est pas tout. Cela veut dire aussi que ce vaccin, il va pouvoir être administré en pharmacie, par exemple, en cabinet médical, sans avoir besoin d'un congélateur spécial, comme c'est le cas aujourd'hui. Alors attention, la règle ne va pas changer dès demain. Il y a tout un processus d'autorisation auprès des autorités européennes, tout d'abord, et c'est un processus qui devrait prendre plusieurs semaines, a dit le laboratoire BioNTech. Ce vaccin germano-américain, on sait qu'il est très efficace contre la Covid-19, on sait aussi qu'il serait efficace contre les variants, et ici c'est de loin le vaccin privilégié par les Allemands à 80%, contre seulement 3 petits pourcents pour le vaccin AstraZeneca. Ici, il y a un rejet du vaccin AstraZeneca, une méfiance qui est telle que ces derniers jours, des milliers de personnes ont refusé de se faire vacciner, alors même qu'elles y avaient le droit. Résultat, la campagne de vaccination en Allemagne prend du retard. Seul 4% de la population a reçu sa première injection. C'est moins qu'en France. Alors cette bonne nouvelle, ces nouvelles règles de stockage qui pourrait arriver prochainement pour le vaccin Pfizer-BioNTech, ce vaccin Made in Germany, eh bien, l'espoir des autorités maintenant, eh bien, c'est que cela change un petit peu la donne. Merci Violette Bonnebat, en direct depuis Berlin pour BFM TV. Professeur Zambrowski, on a vu ce retard léger dans la vaccination allemande, mais tout de même cette bonne nouvelle avec cette meilleure conservation, donc une meilleure logistique pour le vaccin Pfizer-BioNTech. Est-ce que c'est un peu ce qui peut nous sauver dans la situation actuelle, quand on parlait encore de Nice, de cette tendance pas bonne également sur le sol français, voire même européen? Alors ça fait du bien, parce que ça veut dire que les 2 dernières semaines avant l'injection, on peut le garder dans des congélateurs dont les hôpitaux, les pharmacies ont l'habitude, c'est-à-dire autour de moins 20 degrés, la même chose qu'à peu près qu'un congélateur domestique. Par contre, le stockage plus en amont et le transport continue à devoir se faire avec des précautions. Donc c'est les 2 dernières semaines avant l'injection. On sait que c'est souvent le dernier kilomètre, comme disent les gens des supermarchés, qui est le plus difficile. Alors là, on a une bonne nouvelle qui demande, comme ça a été très justement dit par votre correspondante, à être homologué par les autorités sanitaires et s'assurer que le vaccin ne perd rien de son efficacité et de sa sécurité s'il est laissé 2 semaines à température, non pas ambiante, mais à la température qu'on peut obtenir dans un congélateur hospitalier ordinaire. Donc ça facilite, ça permet de le diffuser à plus d'endroits. Parce que pour l'instant, seuls les endroits, les centres qui étaient équipés de ces super congélateurs, capables d'atteindre moins 70, moins 80 degrés, pouvaient stocker le vaccin avant qu'il soit distribué. Dorénavant, on pourra le diffuser davantage, plus près des lieux où ça va être injecté. Et par exemple, puisqu'on parle de le faire vacciner par les généralistes à partir de la semaine prochaine, bientôt, du moins il faut l'espérer, les pharmaciens, eh bien on pourra fluidifier la chaîne. Pourra respecter mieux le calendrier de vaccination. Quant à la crainte du vaccin AstraZeneca, on a ce phénomène chez les Allemands, on l'a moins chez nous. On a montré également, en tout cas c'est l'avis de l'Organisation mondiale de la santé, que ce vaccin pouvait être utilisé chez les sujets de plus de 65 ans. Et donc on va voir peu à peu toutes ces craintes fantasmatiques, complotisme délirantes s'apaiser peu à peu, et la situation devenir normale et permettre à tous ceux qui le voudront ou tous ceux qui seront en état de recevoir le vaccin
d'être vaccinés et protégés. Alors il y a d'autres craintes actuellement, notamment des autorités. C'est le comportement de nous tous, chacun, avec ce beau temps, le week-end, les vacances, les températures qui augmentent, le soleil qui est là. Y a-t-il vraiment un relâchement? On se pose la question notamment dans la capitale. Avec vous, Célia Justfredi, vous êtes autour du canal Saint-Martin. Dans le respect des gestes barrières? Alors il y a beaucoup de monde aujourd'hui dans les rues de Paris. Il faut dire qu'il fait très beau et très chaud ce samedi de vacances scolaires. Alors vous l'avez dit, je suis devant le canal Saint-Martin et vous pouvez le voir derrière moi. Il y a quand même beaucoup de monde sur les bords du canal. On peut voir des groupes de jeunes, des amis en train de boire un verre ou même des familles qui profitent des quelques rayons de soleil. Niveau distanciation sociale, vous pouvez le voir, la plupart des groupes respectent les 1 mètre de distance, même si certains sont quand même très proches les uns des autres. Au niveau du port du masque, pareil, la plupart l'ont sur le nez et la bouche, à part quand ils sont en train de manger ou bien de boire. En tout cas, on est allé à la rencontre de ces Parisiens. Je vous laisse écouter leur réaction au micro de Philippe Vigneault. On retrouve un peu des sensations qu'on a oubliées, donc c'est assez agréable de se balader là, de revoir l'eau, de voir tout du monde dehors, c'est assez agréable. Je sais pas, nous faisons gaffe, on a du gel et tout, et on essaye de pas s'approcher trop. Que si on passe notre vie à ne pas sortir de chez nous, ça marche pas, donc au bout d'un moment, tant pis quoi. La préfecture de police a annoncé qu'il ne fallait pas qu'il y ait de relâchement. C'est un peu la crainte du gouvernement, mais 4000 agents sont mobilisés en Ile-de-France afin de veiller au bon respect du couvre-feu et éviter les attroupements. Merci Célia Justfredi avec Philippe Vigneault en direct de Paris, tout près donc du canal Saint-Martin. On prend la direction du sud de la France où là aussi le soleil brille beaucoup aujourd'hui. C'est un peu la libération, hein. Tout le monde est très heureux et profite de ces rayons. Mais attention, on rappelle le contexte sanitaire qui est délicat. Rimbey, vous êtes à Marseille pour BFM TV et sur la plage, on en oublierait presque justement le Covid-19. Oui, alors presque, mais pas totalement, parce que certes, il y a du monde ici, mais tout le monde est en petits groupes, très espacés les uns des autres. Et pour ce qui est du programme cet après-midi sur cette plage marseillaise, on se disait que le mieux, c'était de vous montrer en images ces pique-niques, bronzettes et beach volley, le tout sous un grand soleil. Il fait 17 degrés dans l'air, 14 dans l'eau. Et ce beau temps, c'est d'ailleurs ce qui a décidé Cathy et Christophe, un couple de Lyonnais que nous avons rencontré, à sauter à l'improviste dans un train ce matin pour venir se faire une journée à la plage à Marseille. Écoutez-les, ils sont au micro de Valentin Rivolier. Prendre le soleil? Rien du tout. On fait rien. On flâne, on regarde la mer, on se détend et on est bien. Surtout la mer, voilà. Et la belle vue lointaine, à l'horizon. Oui, mais à Lyon aussi il faisait beau, mais il n'y avait pas la mer. Il n'y a pas la mer, il n'y a pas l'air iodé et il n'y a pas un petit... Il n'y a pas l'épuisement. Il n'y a pas un petit accent du sud. Alors sur cette plage, beaucoup de touristes comme Cathy et Christophe, mais aussi énormément de locaux qui sont venus profiter de ce beau temps qui tombe à pic, puisqu'ici c'est le tout début des vacances de scolaire. On est à peu près à 5 degrés au-dessus des normales de saison et c'est parti pour durer toute la semaine. Merci beaucoup Rimbey avec Valentin Rivolier donc à Marseille pour BFM TV. Elisa, on l'a dit, il y a cette crainte des autorités parce qu'il y a ce pari quand même qui a été fait de ne pas reconfiner et on voit la situation qui stagne. Et les beaux jours qui poussent les gens à ressortir et peut-être lâcher un peu sur les gestes barrières. Oui, c'est d'ailleurs pour ça que Emmanuel Macron a tenté hier devant une quinzaine de parlementaires de la majorité de donner des perspectives. Il dit, le chef de l'État, vouloir se laisser 8 à 10 jours pour refaire le point sur la situation, prendre des mesures, soit durcir ces mesures, soit au contraire les alléger. Ce sont les deux scénarios qui s'offrent au chef de l'État. Soit les prévisions des scientifiques se confirment, les courbes repartent à la hausse, explosent et dans ce cas-là, il faudra serrer la vis. Pas de précision en revanche sur la manière. Est-ce que ça sera des confinements locaux comme on l'évoque actuellement à Nice ou un confinement plus global? Ça, le chef de l'État ne s'est pas prononcé. Et puis deuxième scénario, c'est si la situation sanitaire reste stable ou s'améliore très vite. Alors là, va se poser la question bien sûr de desserrer les contraintes. Il faut savoir que depuis le mois d'octobre, 4 mois maintenant, la France a enchaîné couvre-feu, confinement, nouveau couvre-feu, couvre-feu avancé. La fin des vacances scolaires d'ici 15 jours va donc marquer le début des questions sur la pertinence des contraintes. Ça pousse déjà sur ce sujet-là. Il y a déjà cette petite musique des élus, par exemple, comme François Ruffin, questionne le couvre-feu à 18h ou des restaurateurs qui demandent de rouvrir les terrasses. Mais ce ne sera pas pour tout de suite. C'est Jean Castex qui a endossé ce matin dans le journal Sud-Ouest le rôle du père fouettard. Voilà ce qu'il dit. L'heure n'est pas au relâchement. On a réussi à éviter le reconfinement, mais c'est très fragile. Il faut qu'on continue à être très discipliné, solidaire
et confiant, a mis en garde le Premier ministre. Message répété peu ou prou par Olivier Véran il y a quelques heures depuis Nice. La situation au niveau national n'est pas bonne depuis quelques jours. Les chiffres repartent à la hausse. Attention donc à ne pas trop se relâcher. Merci Elisa Bertolomé. Avec nous en direct Patrick Vignal. Bonjour, vous êtes député La République En Marche de l'Hérault. On l'a entendu avec Elisa Bertolomé. Hier, le chef de l'État s'est entretenu avec vous, les députés de la majorité, en visioconférence, sur ce temps qu'il se donne, 8 à 10 jours, avant de décider s'il faut resserrer ou alléger les mesures sanitaires. Et en même temps, on entend messieurs Castex ou Véran, eux, quand même rester très prudents sur la situation sanitaire qu'ils ne jugent pas très bonne. Comment est-ce que vous voyez ces prochains jours? Dans quelle direction est-ce que vous souhaiteriez que ça évolue? Vous savez, je pense que nous sommes au bout d'un tunnel et nous n'avons pas la sortie de ce tunnel et nous n'avons pas les bonnes solutions. Nous essayons de trouver les moins mauvaises. Les Français sont au beurre du burn-out, les soignants, les policiers, les restaurateurs, le monde de la culture, le monde du sport. Et j'écoutais le professeur tout à l'heure, nous devons faire preuve d'humilité. Et la deuxième chose importante, les Français ne veulent pas obéir et adhérer. Et on a besoin d'avoir la capacité de pouvoir convaincre les Français que nous prenons des décisions avec eux et pour eux. Et je salue le travail d'Olivier Véran avec le maire de Nice, mais il faut rajouter les commerçants, les artisans, le président du département. En fait, c'est très compliqué ce que nous vivons. On n'est pas encore sorti de ce tunnel. Nous avons besoin de rassembler les forces vives. Quand vous vous rendez compte que des soignants font plus de 100 heures par semaine, quand vous vous rendez compte que des étudiants, aujourd'hui, j'étais hier avec un groupe d'étudiants, voient leur diplôme dévalorisé, ne voient pas l'horizon. Il faut redonner de l'espoir. Cette crise va durer. Ce virus est toujours mutant. On a la tête dans le guidon et on a besoin vraiment de redonner de l'espoir, de prendre du temps et surtout d'être solidaire. Donc oui, un travail en dentelle en fonction de l'évolution de ce virus. Et c'est là que nous verrons une France très solidaire. Patrick Vignal, vous restez avec nous. On remercie également notre invité, professeur Jean-Jacques Jambrowski, d'avoir été sur ce plateau pour cette page Covid. Dans l'actualité également, l'exaspération qui est là avec tout ce qu'on vit maintenant depuis près d'un an. C'est même devenu d'ailleurs l'une des principales revendications des Gilets jaunes. C'est le motif qu'ils ont choisi en tout cas pour appeler à manifester à Strasbourg cet après-midi pour retrouver, je cite, nos libertés tant d'un point de vue sanitaire que sécuritaire. Ils contestent aussi donc le projet de loi sécurité globale et les organisateurs disent vouloir passer la nuit dans la rue, dans le quartier des institutions européennes et ce pour braver le couvre-feu. Ils sont environ 300 sur place. On en vient à présent à ses aveux. L'auteur présumé de l'agression mortelle hier à Pau, placé en garde à vue pour assassinat, a reconnu les faits. Mais la procureure de la République écarte toute intention terroriste. Elle parle plutôt de rancœur envers le centre d'accueil de réfugiés où il était accueilli. Il s'agit d'un Soudanais déjà condamné 2 fois pour des faits de violence. Clément Gauvin pour les détails. Des fleurs et une photo posée à l'entrée du bâtiment. Un hommage discret, mais rempli d'émotion à l'un des responsables du centre d'accueil des réfugiés et demandeurs d'asile, tué hier matin. C'est ici, entre ces murs, qu'un homme de 38 ans d'origine soudanaise entre peu après 10 heures et demande à rencontrer l'un des responsables. Il vient alors à sa rencontre et lui demande de quitter les lieux pour des raisons sanitaires. Le demandeur d'asile le suit alors dans son bureau et l'agresse violemment. Les premières constatations réalisées par le médecin légiste laissaient apparaître 13 plaies provenant d'un objet piquant et tranchant sur le corps de la victime et principalement sur le thorax. Alertés par les cris, 2 employés viennent au secours de la victime et parviennent à le maîtriser. Interpellé quelques minutes plus tard par les forces de l'ordre, l'agresseur était déjà connu des services de police pour des faits de violence. Il était sous la menace d'une expulsion du territoire depuis plusieurs mois. Le gardé à vue a reconnu être l'auteur des faits. Il expose avoir souhaité obtenir de la structure et donc de la victime un papier à l'attention de l'OFPRA afin de permettre son maintien sur le territoire national et de sortir de sa situation matérielle précaire. Placé en garde à vue pour assassinat, il sera présenté demain à un juge d'instruction en vue de sa mise en examen. Patrick Vignal, une réaction parce qu'il y a eu un début de polémique, notamment suscité par des représentants du Rassemblement national. On voit ce tweet de Jordan Bardella expliquant en gros qu'il y a des trous dans la raquette, dans la gestion de notre politique
migratoire, étant donné ce suspect qui a reconnu les faits, un Soudanais donc, qui avait été accueilli et qui avait déjà été condamné pour des faits de violence. Que répondez-vous ? Écoutez, d'abord, je voudrais penser à la famille de la victime qui a fait un travail extraordinaire, qui s'occupe des gens en difficulté. Et après, effectivement, on a affaire à un fou, on a affaire à une personne qui vraiment, effectivement, est allée trop loin dans la démarche, mais ça ne remet pas en cause un problème d'immigration, ça ne remet pas en cause qu'on a besoin d'accueillir des gens qui veulent embrasser la France, des gens qui veulent travailler sur notre territoire national. Et j'ai envie de dire au Rassemblement national que chaque fois, c'est pareil. Leur antienne, c'est de dire chaque fois qu'il y a un problème avec quelqu'un qui vient de l'immigration, il faudrait fermer les frontières, il faut tout arrêter. Cette personne, j'espère qu'elle sera condamnée très très lourdement. Je pense que la justice aura une main ferme, mais on ne remet pas en cause, si vous voulez, l'ensemble des gens sur notre territoire qui ont très envie de s'investir et de faire France en commun. Merci Patrick Vignal d'avoir répondu à nos questions en direct aujourd'hui sur BFM TV. Dans l'actualité également, ces motards en colère une nouvelle fois. Ils manifestent aujourd'hui dans plusieurs grandes villes de France pour réclamer la législation de la circulation interfile, la légalisation de la circulation interfile. Il y a eu des expérimentations, mais elles ont été jugées décevantes car la sécurité routière n'est pas améliorée par cette interdiction de rouler entre les files de voitures. Le nombre d'accidents entre deux roues a même augmenté de 12%. Résultat, ça reste un déplacement par la droite paisible de 135 passibles, de 135 € d'amende et 3 points sur le permis de conduire tout de même. Pendant ce temps-là, il fait beau, certainement, vous l'avez ressenti. La météo, Alexandra Larue. Restez au chaud devant la météo avec Elio, expert des projets de rénovation énergétique. Des travaux à l'obtention des aides, Hello Elio. De la douceur pour ce week-end, des conditions printanières, des températures qui remontent en flèche. Alors on a des conditions anticycloniques, mais on a quand même cette dégradation sur la pointe bretonne qui a réussi à rentrer, mais qui va rester bloquée par ces hautes pressions à la porte des nuages et des pluies. Cet après-midi, on a dans ce flux de secteur sud également quelques entrées maritimes, donc quelques nuages qui remontent de Méditerranée sur le Languedoc-Roussillon. Un coup d'œil à votre programme pour demain. Ce sera encore une très belle journée, notamment dans l'Est avec un plein soleil. Alors on aura quand même un voile de nuages un petit peu plus dense qui va se mettre en place sur la moitié ouest. Et puis cette dégradation toujours bloquée sur la pointe bretonne, sur la pointe du Cotentin. Un vent d'automne qui va souffler fort sur le Languedoc-Roussillon où nuages et pluies sont encore attendus. Dans le courant de l'après-midi, il n'y aura quasiment pas d'évolution. On va retrouver toujours ce courant de secteur sud bien marqué, toujours ces entrées maritimes sur le Languedoc-Roussillon et ces précipitations sur la pointe bretonne. Des vents qui vont souffler fort également sur les crêtes pyrénéennes. C'est de l'air donc très doux qui remonte du Maroc, qui va nous apporter demain matin des valeurs stationnaires comprises entre 0 et 17 degrés, des valeurs contrastées, 0 à Strasbourg, 8 à Paris. On attend 8 également à Marseille, 9 à Brest. 17 degrés, ce sera à Biarritz, grande douceur au lever du jour. Et dans le courant de l'après-midi, les valeurs vont baisser un tout petit peu sur les régions du nord. 11 degrés à Brest, 16 à Paris, tout comme à Lille, ainsi qu'à Dijon. Il fera 17 degrés sur la région Rhône-Alpes, 18 à Marseille et encore 22 degrés du côté de Biarritz. Lundi, une pause dans ce temps printanier. On va retrouver cette dégradation qui va réussir cette fois-ci à rentrer par l'ouest. Des pluies, des nuages, des pluies plus marquées sur le Languedoc-Roussillon. Toujours ces vents forts. Les températures restent élevées. Puis ensuite, c'est reparti pour des conditions vraiment très agréables. Encore dans ce flux de secteur sud-est des entrées maritimes sur le Languedoc-Roussillon. Les températures qui restent très élevées, à des niveaux très élevés pour la saison. Mercredi, retour du quasi plein soleil sur l'ensemble du pays. Jeudi, même chose avec toujours des températures extrêmement élevées. On se dirige vers une très belle fin de semaine. Donc une semaine qu'on pourrait qualifier de printanière. Vous étiez au chaud devant la météo avec Elio, expert des projets de rénovation énergétique. Des travaux à l'obtention des aides, Hello Elio. 14h54, restez avec nous dans un instant. Nous reviendrons sur cette situation difficile sanitairement parlant à Nice, dans les Alpes-Maritimes de manière générale, où les taux d'incidence du Covid-19 sont à plus de 581 cas pour 100 000 personnes, bien au-delà des chiffres nationaux. Olivier Véran était en visite aujourd'hui auprès des autorités dans le département pour constater également la sursaturation des hôpitaux du département. Olivier Véran qui annonce par ailleurs des renforcements des mesures sanitaires d'ici ces prochaines 48 heures et annonce plus de vaccins d'ici lundi. On en reparle dans quelques minutes. À tout de suite.
Ce vaccin, c'est un petit geste. Mais aujourd'hui, il faut avancer. On a enfin une lueur d'espoir. J'ai confiance, je me suis fait vacciner. C'est la seule solution pour s'en sortir. À vous de le faire aussi, comme ça on pourra se retrouver ensemble. Vous aimeriez savoir si vous êtes en situation de surpoids ou d'obésité? Alors rendez-vous sur le site comgem.fr pour calculer gratuitement votre IMC. Grâce à Comgem, en perdant 15 kilos, Erika est passée d'un IMC de 27,7 à un IMC de 22,7. Elle est donc repassée dans le vert. Et regardez Myriam, elle est passée d'une situation de surpoids avec un IMC à 28,3 à un IMC normal de 21,4. Alors si vous aussi, vous souhaitez perdre du poids et retrouver un IMC normal, rendez-vous sur le site comgem.fr, comgem.fr. La capitale du Honduras est Tegucigalpa. Ok, toi qui sais tout, combien vont me coûter mes consommations d'électricité le mois prochain? Eh ben voilà, il n'y a plus personne. Ça dépend de votre conso. Mais avec l'offre ELEC Énergie Garantie 2 ans d'Engie, le prix du kilowattheure d'électricité est fixe pendant 2 ans. Et en plus, c'est de l'élec verte. Et en ce moment, 5 arbres plantés grâce à vous pour la souscription d'une offre ELEC et ou Gaz Énergie Garantie 2 ans. Souscrivez au 3993. J'agis avec Engie. Seul face à l'Alaska, ce soir à 21h05 sur RMC Découverte. La guerre est finie, mais les Français ont toujours faim. En 1949, Édouard Leclerc débute son combat pour le pouvoir d'achat et passe en direct avec les producteurs. Les prix chutent de 20%. Le mouvement Leclerc est né. En 96, en plus du pouvoir d'achat, lutter contre la pollution est une priorité. Leclerc supprime les sacs plastiques jetables de ses caisses. Aujourd'hui, il faut rendre accessible une alimentation de qualité, permettre à chacun de défendre son pouvoir d'achat, prendre soin de la planète. Le mouvement Leclerc, ce sont 587 entrepreneurs indépendants qui ont décidé de faire avancer leur époque. Leclerc. When you walk through a storm, walk on through the wind, walk on with hope in your heart and in Vous voyez une différence entre ces deux voitures? Celle de droite a été achetée beaucoup moins cher sur Internet. Et oui, sur aramisauto.com, vous avez jusqu'à moins 30% sur votre voiture neuve. Et on vous la livre à domicile sans supplément. Aramis Auto. Vous faisiez comment pour acheter une voiture avant? Grand-mère, c'est aussi faire un bon café en dosette souple. Dimanche 7 mars, souhaitons une bonne fête à nos grands-mères. Écoutons les questions de nos enfants. Pourquoi il est malade? Pourquoi on ne peut pas le soigner? Pourquoi il travaille? Pourquoi ils vont pas à l'école? Pourquoi elle pleure? Pourquoi elle n'a rien à manger? Nos enfants sont témoins de la souffrance des autres enfants. Il est temps de les écouter. Chaque jour sur le terrain, les équipes d'UNICEF viennent en aide à ces enfants en danger. Pour tous ceux que nous devons sauver, agissez en appelant maintenant le 0801 903 903. Donnez 10 € par mois pour offrir à chaque enfant des aliments nutritifs. 10 € par mois pour recevoir les soins dont il a besoin. Pour avoir la chance d'aller à l'école. Avec 10 € par mois, vous permettez à UNICEF de donner un avenir à chaque enfant en détresse. C'est des enfants comme moi. Il faut les aider. Appelez dès maintenant le 0801 903 903. Merci. Vendezvotrevoiture.fr. Combien vaut votre voiture? Entrez simplement les informations de votre voiture sur vendezvotrevoiture.fr et recevez le prix de vente en ligne. Vraiment facile, rapide et sûr, je recommande sans hésiter. Pour la reprise, prenez un rendez-vous sûr et sans contact. Allez maintenant sur www.vendezvotrevoiture.fr. La guerre est finie, mais
mais les Français ont toujours faim. En 1949, Édouard Leclerc débute son combat pour le pouvoir d'achat et passe en direct avec les producteurs. Les prix chutent de 20%. Le mouvement Leclerc était né. Au début des années 80, la culture n'est pas accessible à tous. Alors Leclerc lui fait de la place dans ses rayons. Aujourd'hui, il faut rendre accessible une alimentation de qualité, permettre à chacun de défendre son pouvoir d'achat, prendre soin de la planète. Le mouvement Leclerc, ce sont 587 entrepreneurs indépendants qui ont décidé de faire avancer leur époque. Leclerc. Bientôt 15h sur BFM TV, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à la une. Un reconfinement local dans les Alpes-Maritimes. Le ministre de la Santé se laisse 48 heures pour en décider. Niveau de saturation des hôpitaux très élevé dans la région de Nice. Olivier Véran annonce plus de vaccins pour eux dès lundi et s'inquiète plus globalement d'une tendance qui n'est pas bonne dans le pays. C'est dans ce contexte et avec l'arrivée du beau temps aujourd'hui et la suite des vacances scolaires que les autorités craignent un relâchement de la vigilance des Français face au virus. Les contrôles du respect du couvre-feu sont notamment renforcés depuis hier soir et encore tout le week-end. L'équipe de France de rugby est-elle devenue un cluster? Les cas de Covid se multiplient, d'abord avec le sélectionneur. Depuis plusieurs jours, des joueurs ont été infectés. Ça pourrait avoir de lourdes répercussions juste avant le match du 15 de France face à l'Écosse. Et puis ses aveux, le suspect du meurtre hier à Pau d'un responsable d'un centre de réfugiés a expliqué son passage à l'acte lors de sa garde à vue. La procureure de la République de la ville évoque une déshérence de ce Soudanais de 38 ans, déjà connu de la police française pour des faits de violence. La tendance n'est pas bonne depuis 3 jours et mauvais signe, elle est la même dans toute l'Europe. C'est l'avertissement d'Olivier Véran en déplacement à Nice cet après-midi. La situation est particulièrement alarmante dans le département et le ministre réfléchit à un confinement local. Thibaut Cheminant, Emma Arnaud. Dans quelques instants, Olivier Véran s'apprête à rencontrer un miraculé du Covid. Un chirurgien ORL aujourd'hui retraité, contaminé le 22 novembre dernier et qui est depuis toujours à l'hôpital. Est-ce que vous êtes sorti de réanimation? Au bout de 46 jours, le 22 janvier. 46 jours de réanimation avec trachéo. 5 semaines d'intubation sous sédation, 15 jours de trachéotomie avec un accident lors de la première décanulation. Donc on m'a réendormi. Un ministre au chevet des malades, mais aussi des soignants. Le département des Alpes-Maritimes a le taux d'incidence le plus élevé de France métropolitaine. Les services de cet hôpital de Nice sont actuellement saturés. La situation maintenant est tendue, effectivement. On a déjà augmenté nos capacités. On a quasiment doublé, même plus, nos lits de réanimation totale sur le département, dont plus de la moitié qui sont au CHU. Pour juguler la flambée de l'épidémie, Olivier Véran ne cache pas vouloir mettre en place des mesures plus drastiques dans ce département. Des décisions seront prises avant la fin du week-end. Le confinement local est évidemment une hypothèse qui est sur la table. La preuve, je viens d'en parler, le maire s'est dit ouvert à cette hypothèse. Quand vous êtes dans une situation comme celle que nous connaissons aujourd'hui, eh bien, vous êtes fondé à prendre des décisions qui sont plus territorialisées. Alors que dans d'autres territoires où le virus circule moins, eh bien, les règles n'ont pas à forcément être les mêmes que là où ça circule beaucoup. Un confinement localisé, une mesure saluée par les soignants, à condition que celui-ci dure au moins 15 jours. Le seul moyen, selon eux, pour désengorger les services de réanimation et faire souffler un peu le personnel hospitalier. Une situation qui n'est pas bonne ces 3 derniers jours. On voit cela avec ce dernier bilan du ministère de la Santé. Plus 24 116 nouveaux cas de Covid-19 ces dernières 24 heures et 328 décès supplémentaires sur la même période. Quelle est la situation, particulièrement dans les Alpes-Maritimes et à Nice? Les détails en chiffres de Jeanne Daudet. Déjà dans les Alpes-Maritimes, c'est le département français où le taux d'incidence est le plus élevé, tout simplement. Regardez cette courbe. À Nice, il est de 751 pour 100 000 habitants. Mais lorsqu'on regarde les Alpes-Maritimes, c'est toujours Nice, mais c'est pas grave. Le nombre de cas, pareil, pour 100 000 habitants, vous voyez qu'il augmente quand même vraiment beaucoup plus que la moyenne en France. Ça, c'est pour le nombre de cas positifs. Le taux d'incidence, voilà, pour ce qui est des Alpes-Maritimes, vous voyez quand même qu'il est nettement supérieur à la moyenne en France. Aux dernières données consolidées de Santé publique France, le taux d'incidence dans les Alpes-Maritimes était de 580, presque 600 pour 100 000 habitants, alors qu'en moyenne en France, il est de 190. Vous voyez qu'il est nettement supérieur et ça se ressent aussi dans les hôpitaux avec une tension
tension hospitalière dans les Alpes-Maritimes qui est évidente. 120% de taux d'occupation lorsqu'on prend les données, les données hospitalières avant l'épidémie. Regardez le nombre de personnes hospitalisées au 19 février lorsque vous comparez là encore les chiffres des Alpes-Maritimes et les chiffres de moyenne en France. Et c'est pareil en réanimation où on atteint une saturation presque, notamment des lits qu'on a rajoutés. On a déjà poussé les murs. Regardez ce qui se passe, les capacités élargies, cette ligne que vous voyez en jaune, et vous voyez que déjà la vague est en train d'arriver presque à cette ligne-là. En jaune, vous avez les patients Covid+, mais il ne faut pas oublier qu'en réanimation, il y a aussi des patients qui n'ont pas le Covid, qu'il faut quand même prendre en charge. Et vous voyez justement cette saturation qui arrive, et donc forcément des transferts de patients. Il y en a eu, il y en aura encore. C'est ce qu'a prévenu le ministre de la Santé, Olivier Véran, tout à l'heure, qui a dit qu'il pourrait y avoir des transferts même en dehors de la région PACA. Olivier Véran qui annonce également plus de doses de vaccins dès lundi pour ce département des Alpes-Maritimes, celui de Nice. Donc, il envisage également un reconfinement localisé. Est-ce que ça aurait un impact d'un point de vue médical ? En tout cas, il est urgent de réagir et de trouver... Et le ministre a très bien dit dans le dialogue avec le maire de Nice, qui lui-même parlait d'un dialogue élargi avec l'ensemble des responsables de médecine de ville, l'ensemble des différents secteurs, des différents établissements hospitaliers. Il est urgent de réagir parce qu'on ne peut pas laisser effectivement dépasser les capacités de prise en charge des patients. L'idée, c'est de dire on ne va pas laisser des gens au bord de la route. C'est une expression qu'on entend beaucoup ces jours-ci. Et on peut évacuer quelques patients dans les régions voisines, mais le nombre de patients qu'on peut transférer est limité. Et le CHU de Nice est un CHU considérable. Mais les moyens sont... Et les hôpitaux voisins du reste des Alpes-Maritimes voient leur capacité limitée. Et de toute façon, on ne peut pas laisser l'épidémie flamber. Si les capacités hospitalières sont en voie d'être débordées, c'est parce que l'épidémie flambe. On pourrait se demander pourquoi elle flambe particulièrement dans ce coin de France. C'est météorologique, c'est climatologique, c'est lié au relief, c'est lié à la proximité et au contact entre les personnes. On ne peut pas laisser ça durablement. C'est une bonne chose de se donner le week-end parce qu'on se donne le temps de bien peaufiner les moins mauvaises mesures possibles. Alors, on va écouter Olivier Véran. Tout à l'heure, il s'est exprimé sur cette situation dans le sud-est de la France. Il a également parlé au niveau national d'une situation qui n'est pas bonne. On écoute le ministre de la Santé. Hier, les chiffres n'étaient pas bons de l'épidémie à l'échelle du pays. Il y avait plus de 3000 cas supplémentaires par rapport au vendredi de la semaine précédente. On ne fait pas une politique de santé sur la base des chiffres d'une journée ni de 2 jours, mais on a un suivi épidémique qui nous permet de savoir quelle est la tendance. Et si cette tendance n'est pas bonne, elle nous nécessitera que nous prenions sans tarder des mesures supplémentaires. Si à l'inverse, la tendance devait se stabiliser ou revenir, je dirais, dans des eaux plus favorables, alors nous pourrions envisager d'autres choses. Mais je vous le dis, à l'heure actuelle, la tendance sur les 3 derniers jours n'est pas bonne. Ce que je vous dis, et ce que j'ai dit jeudi dernier, ce que nous disons avec le Premier ministre, et le Président de la République a déjà eu l'occasion de s'exprimer directement pour le dire, c'est que nous agissons au bon moment quand il le faut, par anticipation, ni trop tôt, ni trop tard. Bartholomé pour le service politique de BFM TV. Il y a un changement de ton dans le discours de l'exécutif. On avait des perspectives jusque-là, avec les mots encore hier du président de la République. Et là, eh bien, le ministre de la Santé qui laisse présager un couvre-feu accentué, voire un confinement local. Alors, il y a 2 choses qu'on peut différencier dans ce qui se passe aujourd'hui à Nice. D'abord, il y a cette particularité locale, le retour de la stratégie territoriale. On l'avait un peu oublié puisque la décision avait été prise par le chef de l'État il y a 3 semaines de ne pas confiner l'ensemble du pays. Mais cette stratégie territoriale, cette décision de prendre des mesures particulières selon les départements, selon la situation dans les départements, elle n'a jamais été vraiment mise de côté. Elle est toujours prise en considération au sein du gouvernement. Voilà pourquoi, au sein de l'exécutif, par la voix d'Olivier Véran, on annonce aujourd'hui ces nouvelles mesures et on remet en place le mode opératoire qu'on connaissait, c'est-à-dire les consultations avec les élus locaux, avec les acteurs économiques, avec les scientifiques présents sur place avant de prendre les bonnes décisions, en tout cas celles qui auront un impact moins important, psychologique, social et économique sur la population. C'est vrai qu'hier, Emmanuel Macron, il a semblé donner des perspectives. En tout cas, il a fixé cette date, 8 à 10 jours, pour se laisser le temps de voir comment évoluait la situation. La différence, c'est qu'Emmanuel Macron, il parle de la situation nationale. Et pour l'instant, au niveau national, on ne voit pas de rebond très fort de l'épidémie. Elle est plus ou moins contenue. Il y a des variations, bien sûr. Le nombre de contaminations baisse, puis réaugmente ces derniers jours, comme le disait Olivier Véran il y a quelques instants. On vient de l'entendre. Mais ce que le chef de l'État veut dire, c'est qu'il va falloir donner des perspectives, commencer à envisager de retravailler avec certains secteurs, le secteur culturel, les secteurs de la restauration, par exemple, et émettre des hypothèses pour voir comment on pourra prendre ces décisions et faire évoluer la situation si cette situation sanitaire visait à se stabiliser. Autrement dit,
aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une espèce de partage des rôles. Au président, les perspectives, l'évolution de ce qui se passe sur le territoire national. Au Premier ministre et à Olivier Véran, la gestion au cas par cas, au niveau local, territorialisée donc de l'évolution de l'épidémie. Alors l'évolution de l'épidémie donc, qui est scrutée de près au niveau national et au niveau, on l'a vu, du département des Alpes-Maritimes. Professeur Zambrowski, vous disiez que la situation pourrait ne pas revenir à la normale. La situation, comme ça a été dit très justement, ne peut pas être analysée uniquement nationalement. C'est normal, la responsabilité du chef de l'État est d'avoir une vision qui concerne l'ensemble du pays. Mais par exemple, les variants. On a indiqué que le variant qui prospérait dans les Alpes-Maritimes n'était pas le même que celui qu'on voyait se développer dans l'ouest de la France ou jadis en Moselle, enfin jadis il y a quelques jours. Donc en fonction de l'épidémie elle-même, du virus, des formes du virus qui se développent, eh bien sans doute faudra-t-il en venir effectivement à une gestion davantage individualisée, territorialisée, que le ministre est en train d'étudier avec les différents services de l'État. Et c'est comme cela, probablement, qu'on pourra accorder à tous ceux qu'on peut voir desserrer un petit peu la liberté que chacun réclame, et puis resserrer là où ce sera nécessaire. Dans ce contexte, il y a aussi les températures qui augmentent à partir d'aujourd'hui, à un certain avant-goût de printemps, mais qui, ajouté à la lassitude des Français face au couvre-feu, fait craindre aux autorités un possible relâchement. Camilla Giudice, on vous retrouve, vous êtes à Lyon, là-bas, pour éviter les attroupements. La préfecture a pris un arrêté qui interdit la consommation d'alcool sur l'espace public et les contrôles commencent. Oui, absolument. Depuis midi, il est interdit de consommer de l'alcool dans l'espace public dans le quartier de la Presqu'île, à Lyon, en plein cœur de la ville. Les autorités ont prévenu, elles vont commencer des contrôles d'ici peu pour vérifier que cette mesure est bien appliquée et bien respectée. Donc vous le voyez en tout cas sur cette place, le soleil a attiré les Lyonnais et les Lyonnaises dehors. On ne le voit pas boire d'alcool, mais c'est vrai que beaucoup ont pris à manger. Par exemple, il y a beaucoup de restaurants, beaucoup de bars à proximité et se sont installés sur la place pour les consommer. Les contrôles, ils vont débuter d'ici peu dans le quartier. L'interdiction de consommer de l'alcool, elle va durer jusqu'à 18h, heure du début du couvre-feu. On ne sait pas pour l'instant si ce sera renouvelé d'autres samedis ou pas. Merci beaucoup Camilla Giudice avec Sonia Reynaud donc à Lyon pour BFM TV. Qu'en est-il dans la capitale? On va retrouver Damagassa qui se trouve sur les quais de Seine. Et avec les températures, bah oui, il y a du monde. Samedi printanier dans la capitale, il fait beau, il fait bon, 18 degrés s'affiche au thermomètre. Forcément, ça donne envie aux Parisiens d'en profiter. Regardez ici sur les bords de Seine, il y a un petit peu de monde qui est venu prendre l'air. Forcément, ce temps donne envie de sortir. Pour certaines personnes rencontrées, eh bien, elles ont opté pour un pique-nique en bord de Seine. Pour d'autres, des sportifs notamment, c'était l'occasion de ressortir les vélos ou encore les trottinettes qui n'ont pas forcément été très plébiscités ces dernières semaines à cause de la pluie et du froid notamment. Et puis pour d'autres personnes, eh bien, c'est tout simplement le plaisir de pouvoir se promener ici sous le soleil parisien. Écoutez donc toutes ces personnes rencontrées il y a quelques minutes. Il faut quand même rester vigilant malgré que c'est quand même agréable de pouvoir sortir. Et puis, enfin là, après je m'y connais pas non plus, mais il n'y a pas forcément beaucoup de risques étant donné qu'on garde les distances avec les autres. Ouais, c'est vraiment génial là parce qu'on a vraiment beaucoup caillé et de pouvoir ressortir comme ça sur les quais. C'est parfait, avec les enfants c'est génial. C'est vrai que ça manque de prendre un peu de musée, de culture. Alors on se balade, au hasard. Ouais, c'est la première fois de l'année qu'on peut se permettre ça, donc dans ces conditions-là, ouais, ça fait vachement de bien, c'est clair. S'aérer l'esprit, profiter entre amis, oui, mais le tout en veillant à respecter les gestes barrières. Les autorités, justement, s'inquiètent un petit peu d'un possible relâchement des Parisiens, notamment avec ces températures printanières. Conséquence, eh bien, 4000 forces de l'ordre sont mobilisées tout ce week-end à Paris, mais également dans l'ensemble de la région Île-de-France, afin donc de veiller à ce que les règles sanitaires soient respectées, notamment interdiction des regroupements, impossible de se regrouper à plus de 6 personnes. Et puis ce soir, les forces de l'ordre veilleront à ce que personne ne joue les prolongations dans les rues de la capitale une fois 18h passées, heure du couvre-feu. Une météo qui favoriserait le relâchement avec un risque accru de la transmission du virus. C'est en tout cas la crainte du professeur Jean-Jacques Zambrowski, médecin hospitalier et professeur en économie de la santé sur notre plateau. Le virus n'a pas de petites ailes et ne vole pas comme ça par ses propres moyens. Le virus, il se transmet de personne à personne par les gouttelettes, par le brouillard tous ceux qui n'ont pas grand froid ont vu sortir la buée savent très bien que on émet en respirant. Mais on est d'accord qu'il y a moins de risques en extérieur qu'en intérieur avec l'effet aérosol.
Oui, mais il n'y a plus de risque de rencontrer d'autres personnes. Alors finalement, il y a moins de risques, c'est pour ça qu'on conseille d'ouvrir les fenêtres, d'aérer, etc., les espaces clos, que ça fait partie des gestes barrières. Mais ce qui est désolant, c'est de voir des gens qui achètent une bière, ou n'importe quoi d'ailleurs, et puis vont la consommer sans masque sur le trottoir. C'est la promiscuité, c'est la rencontre entre deux individus. Ici, il y a 2 mètres qui nous séparent. Si nous étions à 1 mètre l'un de l'autre, eh bien je vous projetterais mes brouillards et mes gouttelettes et vous m'offririez les vôtres. J'espère qu'aucun de nous deux n'est porteur du virus, mais on ne peut pas le savoir avant d'avoir des signes. Et la plupart d'entre nous n'auront jamais de signes, et pourtant pourront offrir leur virus avec générosité à tous ceux qui le croiseront. Et donc toute la démarche, toute la politique qui est suivie, et que les gens ne comprennent pas, c'est éviter que les gens se croisent sans protection, et s'offrent les uns aux autres les virus dont ils sont porteurs dans leur simple respiration, a fortiori s'ils n'ont pas de masque, et s'ils mangent, s'ils boivent, s'ils parlent. Et dans ce contexte, le gouvernement a fait une promesse, celle de tester beaucoup plus massivement qu'il ne l'est aujourd'hui. Les enfants, notamment dans les écoles, c'est ce dont parle Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, qui est l'invité d'Apolline de Malherbe dans son grand entretien du samedi. Ça sera à retrouver ce soir à partir donc de minuit sur BFM TV. Jean-Michel Blanquer qui revient sur le déploiement des tests salivaires. Je pense que la semaine prochaine, on en réalisera autour de 50 000 et 80 000. Puis rapidement, nous monterons vers 200 000 par semaine. Dès qu'il y a un doute, dès qu'il y a un symptôme, quelque chose, être capable de faire les tests. Donc on va avoir désormais 2 catégories de tests possibles, soit les salivaires, soit les nasopharyngés. Donc les 2 s'ajoutent. Et puis vous avez aussi la possibilité de faire des tests qu'on appelle aléatoires, c'est-à-dire on décide d'aller dans une école, un collège ou un lycée, pour, même s'il n'y a aucun symptôme, pour voir si on ne va pas tomber par hasard sur le début d'une chaîne de contamination et pouvoir la rompre. Et ça, nous le faisons déjà, mais nous allons le faire à plus grande échelle. Après la culture, c'est le monde du sport qui expérimente le retour progressif à la vie normale. La ministre déléguée en charge des sports, Roxana Maracineanu, est à Lyon cet après-midi pour envisager le retour du public avec jauge dans les stades. Elle a rencontré les dirigeants des différents clubs professionnels de football, de basket et de rugby du secteur. Pour l'instant, rien n'est acté, je vous le dis. On est en consultation, on est plutôt venu en recueil aujourd'hui d'un travail qui a déjà été initié ici à Lyon. Et donc, on est très content de repartir avec un dossier sous les bras pour pouvoir le porter en cellule interministérielle qui va étudier ces protocoles la semaine prochaine. Le Covid très présent dans le milieu du sport, pas seulement pour les expérimentations dans les stades, mais aussi parce que il a atteint l'équipe de France de rugby, Jean-François Patureau. Il y a d'abord eu le sélectionneur. C'est ça. Et là, il y a plusieurs cas qui ont été décelés au sein de l'équipe de France. Oui, malheureusement, ça tombe très mal pour cette équipe de France qui avait remporté ses 2 premiers matchs du tournoi Destination contre l'Italie et l'Irlande. Et depuis le Covid-19 s'est installé dans les rangs de l'équipe de France. 3 membres du staff, vous l'avez dit, ont été testés positifs au Covid-19 ces derniers jours. C'est le cas en particulier du sélectionneur Fabien Galtier, mais aussi de l'entraîneur des avants William Servat. Un autre membre du staff dont l'identité n'a pas été révélée a également été contaminé. Et hier, on a appris que c'était Antoine Dupont. Antoine Dupont, c'est tout simplement la nouvelle star de ce 15 de France, le demi-mêlée du stade toulousain. Aujourd'hui, 2 cas supplémentaires dans les rangs de cette équipe de France. À 8 jours désormais de ce match contre l'Écosse au Stade de France, l'ailier toulonnais Gabin Villière, mais aussi le pilier de Montpellier Mohamed Aouas, 2 joueurs qui sont par ailleurs cas contact. Ça devient très inquiétant pour cette équipe de France, alors que tout va bien sportivement. Les joueurs sont actuellement rentrés chez eux depuis mercredi dans la journée pour passer quelques jours en famille, surtout pour s'isoler chez eux. Et ils vont retourner à Marcoussis demain, mais on ne sait pas si l'équipe qui a joué la semaine dernière pourra vraiment jouer la semaine prochaine. Il a reconnu les faits, l'auteur présumé de l'attaque au couteau, cette agression mortelle contre un responsable du centre d'accueil pour réfugiés hier matin à Pau. Il a avoué lors de sa garde à vue son passage à l'acte, mais selon la procureure de la République, l'intention terroriste est écartée. Il s'agit d'un Soudanais déjà condamné pour des faits de violence. Les précisions à Pau de David Dunal.
La procureure de la République de Pau a indiqué que l'homme a reconnu les faits. Il s'est présenté hier avec un couteau dans ses locaux. 13 plaies ont été constatées sur le corps de la victime, principalement sur le thorax. L'autopsie va permettre de savoir la profondeur de ces coups de couteau. Pendant sa garde à vue, l'homme a également précisé ses motivations, ce qui l'a conduit à se présenter dans les locaux administratifs de ce centre d'accueil pour réfugiés. Écoutez la procureure de Pau. À ce stade, le gardé à vue a reconnu être l'auteur des faits. Il expose avoir souhaité obtenir de la structure et donc de la victime un papier à l'attention de l'OFPRA afin de permettre son maintien sur le territoire national et de sortir de sa situation matérielle précaire. Il évoque la crainte d'avoir dû retourner au Soudan en raison des guerres locales qui ont valu son déplacement vers l'Europe. Il nourrit des reproches à l'encontre de la structure suite à la déshérence qu'il connaît depuis sa sortie de prison, considérant que sa situation n'a pas été correctement traitée. Il n'était ni signalé, ni fiché dans le cadre de la radicalisation violente et les éléments recueillis permettent d'écarter toute intention terroriste. La garde à vue de cet homme a été prolongée. Il va être présenté demain à un juge d'instruction en vue d'une mise en examen. Ces motards en colère, ils manifestent aujourd'hui dans plusieurs grandes villes de France pour réclamer la légalisation de la circulation interfile. Elle est l'objet d'expérimentation depuis 5 ans, mais elle a été jugée décevante par la sécurité routière. Vous voyez, le rassemblement qui, à Paris aujourd'hui, réunit plusieurs milliers de ces motards qui demandent le retour de cette circulation interfile. Le nombre d'accidents des deux roues a augmenté de 12% sur les routes depuis le début de ce test et de cet arrêt de la circulation interfile. Résultat, et vous restez passible de 135 € d'amende et de 3 points sur le permis de conduire si vous circulez entre les files de voitures pour le moment. On vient de voir la situation sur les routes autour de l'Arc de Triomphe, mais qu'en est-il pour le reste de la France? On fait le point tout de suite. Retrouvez votre programme avec assurepeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. Et alors qu'une nouvelle zone part en vacances et que d'autres rentrent, vous le voyez, Bison Futé prévoit aujourd'hui, dans le sens des départs, une circulation orange au niveau national. C'est plus simple en revanche si vous revenez. Soyez prudents tout de même sur les routes. C'était votre programme avec assurepeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. Allez, restez avec nous sur BFM TV. Dans un instant, on revient sur la situation dans les Alpes-Maritimes. Olivier Véran n'écarte pas un confinement localisé. Il se laisse le week-end pour y réfléchir ou alors pour un confinement beaucoup plus strict. La situation qui est très tendue dans la région de Nice et la tendance plus globalement dans le pays n'est pas bonne depuis 3 jours, dit le ministre de la Santé.